Merci, cher Arié. J'ai suivi une grande partie des débats tout au long de la journée. J'ai assisté aux 4 derniers dialogues tout à fait passionnants. C'est vous, cher Arié, qui allez devoir conclure. Moi, j'aurais du mal à le faire, tant les analyses, basées notamment sur des changements très profonds, et pas seulement ceux qui viennent d'avoir lieu, nous obligent à la fois à être vigilants, à définir des stratégies, mais aussi à être sans doute modestes. En tout cas, pour ceux qui cherchent, comme moi, à réfléchir, mais à travers ce qui vient d'être énoncé, dit, analysé par des experts de très grande qualité. Le président Macron a dit il y a quelques jours que l'histoire était redevenue tragique. J'avais dû utiliser ces mots aussi en 2015. L'histoire, elle est toujours tragique, elle reste tragique. Elle l'était peut-être moins pour certains en Europe, en tout cas. Nous pouvons nous mettre d'accord sur le fait que l'histoire n'est jamais finie et que sans doute nous vivons encore, et nous allons vivre longtemps, par les effets de 3 phénomènes cumulés qu'on ne peut que citer. Les conséquences, évidemment, de la chute du mur de Berlin et du bloc soviétique qui ont déstabilisé le monde, les effets de la globalisation économique et financière qui a mis à bas les frontières, qui a percuté profondément les économies, mais aussi les classes moyennes, on l'a vu avec la crise financière de 2008, et puis le surgissement d'un âge identitaire illustré par le 11 septembre 2001, mais Gilles Kepel le sait mieux quiconque, qui avait commencé bien avant, dans le monde arabo-musulman, mais aussi en France et dans nos banlieues. Et nous vivons au fond encore avec ces phénomènes. C'est vrai, je crois que c'était le général Castres qui l'évoquait, nous vivons aussi avec ce terrorisme, en ayant sans doute sous-estimé, pas Gilles Kepel, ce qui s'était passé en Algérie dans la décennie terrible, mais nous vivons avec ces attentats, 11 septembre 2001, Madrid, Londres, en oubliant aussi ce qui s'est passé pendant des années au Proche et au Moyen-Orient, et en France 2015-2016, avec aujourd'hui des menaces, des formes différentes, hybrides, dans nos quartiers, dans nos prisons. Et voilà que surgit la guerre de nouveau en Europe, même si nous l'avons connue sous d'autres formes dans l'ex-Yougoslavie il n'y a pas si longtemps. Et tout cela dans une période marquée par une crise assez profonde de la démocratie représentative, qui met tout en cause, avec des phénomènes majeurs qui vont de l'élection de Donald Trump en passant par le Brexit, l'implosion des systèmes politiques en Espagne ou en France, le national-populisme qui revient, le nationalisme en Inde, la victoire de Bolsonaro, la fascination pour des régimes autoritaires, y compris jusqu'à chez nous, puisqu'on exaltait la recherche d'un Poutine français. Mais on voit bien que, en faisant la somme de ceux qui ne croient plus au système politique, qui sont à la recherche de formes autoritaires, qui surfent sur les thèses complotistes, qui s'abstiennent, et je ne les mélange pas et je ne mets pas les mêmes degrés de valeur, si on peut parler de valeur dans ce domaine-là, qu'il y a une crise assez profonde de la démocratie. Or, nos démocraties, l'ont un certain nombre de valeurs, de principes, doivent faire face à l'ensemble de ces phénomènes. Et en vous écoutant, et en écoutant notamment le général Castres, je me disais que, au fond, en essayant de nous abstraire d'ailleurs de l'actualité qui pèse, des informations et des images, parce que nous sommes la France, parce que nous sommes au cœur de l'Europe, il nous faudra répondre à tout ça à la fois. Et c'est bien la difficulté, parce que seuls nous ne le pouvons pas, mais nous faisons partie, avec d'autres bien évidemment, des pays qui sont capables de réfléchir en tout cas à ces questions, et qui avons, et ça n'est pas négatif dans ma bouche,
la prétention en tout cas, de chercher à y répondre. En observant, et sans en mesurer encore totalement les conséquences, et surtout parce que ça n'est pas fini, et soyons... Hier, l'Ukraine devait être écrasée. Aujourd'hui, la Russie est défaite. Je pense que dans les analyses, il faut être prudent. Hier comme aujourd'hui ou comme demain. Mais on voit bien que, à la fois, ça pose une crise géopolitique, une crise économique pour nous-mêmes, à travers la question de l'énergie. Ça avait commencé avant, une crise profonde de la demande. Et ce qui a été souligné par Gilles Kepel il y a un instant, qui est la crise alimentaire. Des pays comme l'Égypte ou l'Éthiopie, qui dépendent à 100% pratiquement du blé et des céréales ukrainiennes et russes, en sont, parmi d'autres, la démonstration, d'où les initiatives qui ont été annoncées aussi ces derniers jours par la France et l'Union européenne. Je ne vais pas poursuivre le tableau. Ce que je crois, c'est que face à ces phénomènes, à ces enjeux, à ces défis, à ces menaces, et parmi ces menaces, il faut être prudent, il faut faire attention à l'utilisation des mots. Certains ont tout de même utilisé la menace ou l'apocalypse, fut-elle tactique nucléaire, ou l'utilisation d'armes chimiques. En tout cas, c'est venu. Et si les responsables militaires ou politiques sont capables de sang-froid, il est évident que les peuples, les populations sont plongés dans l'effroi ou dans des interrogations légitimes auxquelles il faut répondre. Mais face à ces phénomènes et à cette crise démocratique, à l'instabilité, nous avons, je crois, une élection présidentielle dans 15 jours, paraît-il, où tout de même les craintes d'abstention sont importantes, où le niveau, je ne veux pas vous enfermer évidemment dans une réflexion partisane, mais c'est un symptôme parmi d'autres, des votes d'extrême droite au premier tour est considérable, jamais connu depuis 150 ans, où le populisme, qu'il soit de droite et de gauche, est profondément ancré, où le rejet de ce qu'on appelle improprement la classe politique est là, où on nous annonce des tensions politiques et sociales, quel que soit le résultat des élections présidentielles et législatives. Ça veut dire que, me semble-t-il, il faudra essayer de toute cette question un peu étrange qui est celle de la gouvernance, et j'essaie d'y répondre, de rechercher, et moi j'en suis convaincu, des formes d'union nationale, d'union sacrée, d'alliance sacrée, de compromis sur le diagnostic et sur les choix qu'il y a à faire. Et j'en vois plusieurs, et je ne les détaillerai pas, ce serait beaucoup trop long, et je veux moi aussi respecter le temps qui nous a été imparti à chacun, rigoureusement, me font avec une idée à chaque fois qui est la recherche de nos intérêts stratégiques et tirant les leçons de ce qui s'est passé au cours de ces 30 dernières années. Mais je suis convaincu que les forces politiques dites républicaines, à droite ou à gauche, qu'elles soient dans la majorité ou dans l'opposition, les forces économiques et sociales, le Parlement comme les élus locaux, les experts, sans les enfermer évidemment dans des logiques politiques, doivent se mettre d'accord sur le diagnostic, sur les dangers et sur la stratégie qu'il faut mettre en œuvre. Et cette union nationale ne peut pas recouvrir, évidemment, ça n'aurait aucun sens, tous les aspects de la vie politique, économique et sociale, mais elle doit partir d'un certain nombre d'intérêts stratégiques. Premier intérêt, c'est l'Europe. Il y a des changements, soyons prudents. On dit à juste titre que ce qui vient de se passer en Ukraine a fait beaucoup pour l'Europe, mais tout cela mérite d'être confirmé sans doute dans les semaines et dans les mois qui viennent. Mais là, il y a un changement qui, au fond, se noue autour de l'idée d'autonomie ou d'indépendance stratégique, et notamment sur les questions énergétiques et militaires. Et là, les responsables politiques français, demandez de parler de la France, doivent se mettre d'accord sur, au fond, un partage dans la durée sur cette logique-là. Je crois qu'elle ne fait pas de débat, contrairement à ce qu'on peut entendre. Mais c'est un élément qui me paraît important, notamment, évidemment, dans la relation avec l'Allemagne. Mais avec une idée, on poursuivra cette discussion avec Gilles Kepel, c'est que la préoccupation à l'Est revient, mais elle ne doit pas nous faire abandonner à nous, Français,
la préoccupation stratégique en Méditerranée, dans le Sud, avec le Sahel et d'une manière générale avec le continent de demain qu'est l'Afrique. Le continent de demain par la démographie, les enjeux économiques, les enjeux politiques ou géostratégiques que vous avez évoqués, au-delà des liens qui nous unissent à ce continent et à de nombreux pays. L'Europe. Deuxième élément, c'est le consensus, parce qu'on vient de parler d'énergie, sur le nucléaire. Le choix qui vient d'être fait par le président de la République, y compris ses conséquences sur la dissuasion, est un élément fondamental et qui nécessite 100-150 milliards d'investissements dans les années qui viennent. Maintenance de nos centrales nucléaires, construction de nouveaux réacteurs avec des enjeux technologiques qui ne sont pas tous confirmés encore. Et cela veut dire aussi sans doute une augmentation moindre de ce qui serait prévu si on ne faisait pas ce choix, mais du prix de l'électricité. Mais c'est un choix qui nous engage pas sur un quinquennat, sur plusieurs décennies. Et il faut, là aussi, réussir ce consensus, qui a encore une fois des conséquences, bien sûr, sur notre arme de dissuasion nucléaire. Troisième élément, qui est celui de l'immigration. Je ne vais pas au-delà, mais qui est qu'est-ce qu'on fait à nos frontières communes? Et quelle est la relation que nous bâtissons, notamment par rapport au Sud? Au-delà des crises, elles sont possibles. Une crise de réfugiés à l'Est, et nous pouvons avoir une crise de migration due aux émeutes de la faim, en tout cas, je ne veux pas noircir le tableau, aux conséquences de ce qui est en train de se passer, qui a été rappelé tout à l'heure, en matière de blé ou de céréales. Mais est-ce que nous nous protégeons de l'immigration illégale? Comment nous réformons le regroupement familial? Comment nous traitons la question des déboutés du droit d'asile? Comment nous faisons vivre le droit d'asile, mais à travers une réforme profonde de Dublin en Europe? Si nous ne traitons pas ces sujets, nous serons ballottés. C'est un sujet majeur qui, là aussi, nécessite, hors campagne électorale, un consensus. Quatrième sujet, la défense. Jusqu'à maintenant, mais Didier Castres en parlerait bien mieux que moi, mais nos armées, une forme de défense avec un changement profond en 2015, opéré sans doute sous la contrainte par le président Hollande, mais incarné par Jean-Yves Le Drian, nous avons fait le choix de remettre moyens considérables en matière de défense, mais pour des armées qui ont une grande capacité, avec toutes les difficultés, bien sûr, mais de se projeter. On voit bien que le théâtre européen, s'il évolue, nous oblige à un changement de logiciel évoqué par le nouveau chef d'état-major dans une note stratégique il n'y a pas longtemps. C'est des changements très importants, mais qui nous obligent à des investissements, là aussi, en matière de drones, de guerre cyber, la priorité, un des piliers maintenant en matière d'espace, évidemment, de tanks, d'hélicoptères, de matériel, de munitions, etc. Je ne vais pas au-delà. Mais ce sont là aussi des choix. Tous les pays européens sont amenés à le faire, mais nous, comme l'Allemagne d'ailleurs, mais nous d'abord, avec en plus notre propre vision et la nécessité de bâtir un pilier européen, parce que je pense que c'est la première étape, dans le cadre de l'Alliance Atlantique, avec les Américains à la fois présents d'un point de vue industriel, mais qui sont évidemment d'abord préoccupés par la question de l'Asie. Donc là aussi, c'est un choix à faire, et ce sont des choix budgétaires, et des choix politiques qu'il nous faut mener. Et enfin, le choix stratégique en matière de diplomatie, mais qui rejoignent, et je termine bien sûr avec ça, avec la question de la lutte contre le terrorisme et l'islamisme. Nous avons, pendant près de 20 ans, faute de ne pas avoir lu un certain nombre d'ouvrages et d'écouter des spécialistes, sur ces sujets-là, il y a eu un aveuglement sur la montée concomitante de l'islamisme politique, de l'islam politique, des formes de djihadisme dans notre propre pays, importé de l'extérieur, mais pas seulement, et sur la montée de l'antisémitisme. Et une incapacité à dire les choses, à les regarder en face, ou à évoluer, par exemple, dans nos choix concernant le Proche et le Moyen-Orient. Ce sont des sujets, évidemment, que je reconnais complexes et difficiles. Et le tableau qu'évoquait Gilles il y a un instant en est la démonstration. On ne peut pas y aller avec des idées simplistes.
Mais je vois 3 sujets qui nous obligent en matière de diplomatie à évoluer. L'un, je ne fais que le citer, c'est ce qui est en train de se passer au nord de la Méditerranée entre le Maroc et l'Algérie. Sahel, gaz, immigration, tension, et regardez ce qui se passe entre le Maroc et l'Espagne, pour ne citer que cela, sur le dossier du Sahara occidental. Donc là c'est un premier choix. Je considère que notre réflexion sur le partenaire stratégique est le Maroc, avec les évolutions qui ont été les siennes, nous oblige sans doute à aller un peu plus loin. Deuxièmement, question de la Turquie, avec des changements qui vont très vite ces derniers temps. Je ne fais que le citer, pour ne pas m'aventurer sur un terrain compliqué. Et troisièmement, mais je ne suis pas sûr que nous devons mettre tous nos œufs dans le même panier turc. Immigration plus énergie. Et troisièmement, les accords d'Abraham, qui nous obligent à un changement profond et aller beaucoup plus loin dans notre rapport avec ce qui se passe entre Israël, le Maroc, évidemment les pays du Golfe, et faire un saut qualitatif que nous n'avons pas été capables de faire jusqu'à maintenant. Et puis, dans cette unité nationale que j'appelle de mes voeux, ce n'est pas parce que c'est plus sur le devant de l'actualité que la menace, qui a été rappelée tout au long de la journée, doit être oubliée. Donc le changement, car c'est un changement au cours du quinquennat, illustré par le discours des Mureaux et la loi dite sur les séparatismes, les moyens qui ont été donnés aux forces de sécurité et renseignements, prolongeant ce qui avait été fait à partir de 2015. Mais la lutte politique, culturelle, idéologique, avec un but qui me paraît être fondamental, y compris par rapport à tout ce qui a été dit, un but mais qui est vital, de faire la différence entre l'islam et l'islamisme. C'est une lutte, car si nous ne sommes pas capables de faire ces différences, si nous laissons emporter, alors à ce moment-là, nous rentrons dans des considérations extrêmement graves. C'est difficile et ça oblige aussi un débat profond au sein même de l'islam, la fameuse fitna qu'avait déjà évoqué Gilles Kepel dans un autre ouvrage il y a bien longtemps. Donc, sur ces questions-là, là aussi, il va falloir, sur l'analyse, l'expertise et les réponses, continuer à faire en sorte que les responsables politiques, mais la société d'une manière générale, se mettent d'accord. Et donc, du coup, sur tous ces sujets-là, on ne peut ni gouverner seul, on ne peut pas avoir la vérité seul, et il faut chercher le consensus le plus large. Je suis convaincu que dans un monde aussi dangereux, aussi instable, aussi passionnant aussi d'une certaine manière, parce que l'histoire est là, cela nous oblige à rechercher des formes d'expertise, d'analyse, le rôle du Parlement, mais de la société civile d'une manière générale, et une forme de gouvernement très élargie, parce que les chocs dans la société vont être très puissants. Très puissants. Et comme la démocratie est fragile, ce qu'il faut, ce n'est pas un consensus mou, au contraire, mais c'est des lignes de force stratégiques dans notre vision, dans nos alliances et dans les moyens de lutter contre les phénomènes que vous avez décrits. Parce qu'il en va, d'une certaine manière, de la démocratie. Et au fond, et c'est mon dernier mot, sans être grandiloquent, le général l'a évoqué tout à l'heure, au fond, en parlant d'éthique. Ce qui se joue, on le voit bien, et dans les discours de Poutine, dans celui de 2007 au moment de la conférence de Munich, mais aussi dans le papier qui a fait l'objet d'un accord stratégique, on verra ce qu'il donne entre la Chine et la Russie à la fin de l'année dernière, il y a une certaine vision de la société, de la gouvernance, de la démocratie et de la civilisation qui est en cause. Et donc ce que je crois, c'est que s'il y a un accord qui doit se faire, et sur les questions européennes et sur des enjeux plus stratégiques, c'est comment nous défendons une civilisation basée sur la démocratie, le respect des droits de l'homme, de l'état de droit, de l'économie de marché, de l'état social et de la culture. C'est vrai que dans le monde d'aujourd'hui, tout ça est un peu rebattu et on nous dit non, ce n'est pas du nouveau colonialisme. Mais c'est, je crois, la meilleure manière pour nous de nous défendre. Et c'est la base de toute grande alliance politique dans notre pays. Elle doit être faite autour de ces enjeux stratégiques. Merci.